Chapitre 14. Debout devant l'étroite ouverture de la chambre, où elle venait de passer en compagnie d'Igerne sa dernière nuit de jeune fille, Guenièvre regardait l'aube grise se lever sur les coteaux escarpés qui montaient à l'assaut du château. Partout régnait déjà un va-et-vient incessant de chevaux, d'hommes et de femmes entrant ou sortant des tentes, d'écuyers, de chevaliers en armes accompagnés de leurs serviteurs et des gens de cuisine chargés de porter vivres et messages. « Quelle activité !» murmura Guenièvre, rêveuse. « Et vous serez bientôt leur reine !» s'exclama Igerne, se demandant dans son fort intérieur si cette gracile silhouette saurait en assumer toutes les charges. Une reine était bien autre chose que la première dame d'une forteresse. Oui, Guenièvre allait être l'épouse, la compagne, la conseillère, le soutien du haut roi. Saurait-elle tenir tous ces rôles à la fois ? Mais chassant ses doutes d'un haussement d'épaules, elle revint à des préoccupations beaucoup plus immédiates. « Venez, Guenièvre, venez. Il est temps maintenant de vous vêtir pour la cérémonie, et puisque l'épouse de votre père n'est pas là pour vous y aider, je m'emploierai de mon mieux pour la remplacer. » 1 heure plus tard, la jeune fille était prête. Un très fin diadème d'or dans les cheveux, une robe blanche immaculée, tissée dans une toile aux délicats reflets d'argent, la rendait semblable à un ange descendu du ciel. Lancelot se présenta alors pour conduire la jeune fille à la messe du matin, qui devait précéder la cérémonie du mariage. Comme à l'accoutumée, il arborait fièrement sur les épaules une grande cape de velours pourpre, mais avait gardé en dessous sa cotte habituelle de cavalier, car, expliqua-t-il à Guenièvre, il participerait au cours de l'après-midi à de grands jeux équestres, pendant lesquels Arthur dévoilerait à son peuple une partie des plans relatifs à sa nouvelle cavalerie. Les 2 jeunes gens se rendirent à l'église, empruntant les étroits corridors du château, où se pressait toute la foule des courtisans impatients de connaître le visage de leur nouvelle reine. Au pied des marches, un homme de haute stature, aux traits rudes et épais, que Lancelot venait d'appeler mon frère, leur apprit à grand renfort d'éclats de rire que Caille et Gauvin étaient en train d'aider le roi à revêtir ses habits d'apparat. « Que n'es-tu avec eux, Lancelot, en cette circonstance ?» ajouta-t-il. « Arthur est tellement nerveux. Certes, il semble plus à l'aise sur un champ de bataille que dans une chambre à l'aube de ses noces. » C'était Balan qui s'exprimait ainsi, le fils de Viviane. Il s'inclina devant Guenièvre en lui présentant Balin, son frère d'adoption, personnage râblé et rougeaud, aussi blond qu'un Saxon. Guenièvre préférant ne pas s'appesantir sur cette désobligeante réflexion concernant son futur époux, tourna son beau regard, voilé soudain de mélancolie, vers Lancelot. Lui au moins, point n'était besoin de mots pour comprendre qu'il ne désirait rien d'autre que d'être à ses côtés. Et pourtant jamais ils n'avaient échangé ensemble une seule parole traduisant l'irrésistible attirance qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. « Allez rejoindre votre roi, mon cousin, » lui souffla-t-elle, dissimulant difficilement son trouble. « Allez, et dites-lui que je l'attends, aimante et obéissante. » Ces mots dans son cœur, c'était à Lancelot qu'elle les adressait. Lancelot qui, en si peu de temps, était devenu son soleil pour réchauffer son corps, sa source pour étancher sa soif, son herbe tendre pour ses pieds douloureux. Elle aurait voulu crier à tous que Lancelot seul, était et serait à jamais son seigneur et son maître. Igerne, une fois encore, surprit le regard des jeunes gens. Se précipitant à la recherche de Merlin, elle le trouva sans peine, tout de gris vêtu, tache sombre parmi les couleurs chatoyantes de ce jour de fête. Allant droit au but, elle lui dit brièvement et assez bas pour que personne autour d'eux ne les entende. Existe-t-il un moyen d'éviter ce mariage, susceptible pour chacun de sauver les apparences ? Hélas, non, répondit Merlin en blêmissant. L'union aura lieu aussitôt après la sainte messe. Guenièvre ne serait-elle donc plus vierge ? À moins qu'elle ne soit atteinte d'une lèpre secrète, ou ne porte l'enfant d'un autre, il n'est plus en notre pouvoir d'arrêter le cours des choses
sans provoquer un énorme scandale, et offenser gravement l'honneur de Léo des Grands. Mais pourquoi cette question, Hygerne? Pourquoi cette terreur que je lis dans vos yeux? Oui, j'ai peur, en effet. Je crois Guenièvre vertueuse, mais j'ai vu de mes yeux ce que nul autre que moi ne peut soupçonner. Les regards d'amour qu'elle échange avec Lancelot depuis hier. De ces regards ne peut naître que le malheur, et c'est ce malheur que je voudrais éviter. Merlin resta un moment silencieux, puis il murmura en secouant doucement sa tête vénérable. J'ai toujours su que Lancelot et son charme rayonnant seraient la cause de graves événements autour de lui. Mais je le crois foncièrement honnête et fidèle à son roi. Ce ne sont peut-être là que légèretés d'adolescence. Tout rentrera dans l'ordre dès que Guenièvre se glissera dans la couche d'Arthur. Merlin, vous n'avez pas vu leurs regards. Hygerne, que vous ayez tort ou raison, que pouvons-nous y faire? Ce serait une insulte trop grave à l'égard de Léo des Grands. Aussitôt il entrerait en guerre contre Arthur, qui a déjà suffisamment à faire pour défendre son royaume. Avez-vous appris qu'un monarque du Nord, non content d'avoir tranché la barbe à 11 rois pour s'en faire un manteau, menace maintenant votre fils s'il refuse de lui payer tribut? Non, je ne savais pas. Et qu'a fait Arthur? Notre roi n'est pas un couard, grâce aux dieux. Il a répondu aux barbares que sa barbe était encore trop jeune pour faire un bon manteau, et qu'il l'attendait de pied ferme. Il a joint à son message la tête d'un Saxon, nouvellement coupée, en précisant que son poil était de meilleure qualité pour l'usage qu'il voulait en faire. Ainsi, vous le voyez, Hygerne, Arthur n'a nul besoin d'ennemis supplémentaires, et Léo des Grands offensés en serait un redoutable. Marions donc sa fille, quand bien même devrait-elle un jour partager la couche de Lancelot. Il n'existe aucune autre issue. Le vieil homme se tut, car Kévin le barde s'approchait, lourdement appuyé sur un bâton de châtaignier, suivi d'un jeune garçon qui portait sa harpe. Les cloches, d'ailleurs, commençaient à sonner à toute volée pour annoncer les noces royales. Merlin avait raison. Il était désormais trop tard pour changer le cours du destin. Résigné, Hygerne se dirigea à pas lents vers l'église, déjà remplie d'une nombreuse assistance. Presque aussitôt, Arthur fit son entrée, entouré de Caille, de Lancelot et de Gauvin. Suivait Guenièvre entre Balin et Balan. Le haut roi portait une tunique de soie blanche et une cape de velours bleu nuit. À son côté, étincelaient les pierreries incrustées dans le fourreau pourpre de sa longue épée, et sur sa tête blonde se distinguait à peine le mince croissant d'or de sa couronne. Mais Guenièvre, resplendissante, pâle et fragile dans sa robe diaphane, semblait tel un astre scintillant attirer à elle tous les regards. Hygerne ferma les yeux. Ce tableau apparemment idyllique recelait déjà en lui-même un terrible et peut-être mortel poison. Voulant chasser de son esprit cette funeste appréhension, elle se prit à observer à nouveau autour d'elle. Les visages étaient graves et recueillis, mais elle sursauta soudain, en reconnaissant parmi la foule le profil de Morgane. Que venait faire dans cette église une prêtresse d'Avalon? La tête inclinée, les yeux baissés, elle était l'image même du respect et de la dévotion. Hygerne nota qu'elle était plus mince, plus belle peut-être qu'auparavant, dans sa robe très sombre, de laine brune, avec sa coiffe blanche, soulignant harmonieusement l'ovale de son visage. Honteuse de cet instant de distraction, Hygerne se tourna de nouveau vers Guenièvre et Arthur. Cette fois, elle crut que son cœur allait s'arrêter de battre. Guenièvre, sous le voile, regardait Lancelot, et son fils Arthur ne quittait pas des yeux Morgane. Assise au milieu des dames d'honneur, Morgane, sous un masque impassible, bouillait d'impatience. Pour la 10e fois au moins, elle cherchait à comprendre par quel étrange mystère cette chapelle construite de main d'homme devenait, sous l'effet des paroles prononcées par un simple prêtre, la demeure d'un esprit totalement étranger au monde des hommes.
Pourquoi aussi l'accouplement humain, acte essentiellement naturel entre un homme et une femme, devait-il ainsi donner lieu, de la part des chrétiens, à une si triste et ennuyeuse cérémonie? Celle du grand mariage, sous la voûte des arbres et du ciel, n'était-elle pas plus conforme à la nature des liens qui allaient unir Arthur et la blonde jeune femme, presque transparente dans ses voiles légers, agenouillée à ses côtés? Les yeux toujours baissés, les mains jointes dans une attitude de profonde piété, Morgane donnait libre cours à ses tumultueuses pensées, les laissant vagabonder au fil de ses souvenirs. La cour de Lot, où elle vivait dans l'inutilité et le verbiage perpétuel. Son fils, qui était presque devenu celui de Morgause, celle-ci l'élevant comme son propre enfant. Gwydion, pourtant, montrait déjà à sa mère un attachement réel. Saurait-il jamais laquelle des deux l'avait réellement enfantée? Avait-elle bien agi en l'abandonnant ainsi, comme l'avaient fait avant elle Viviane, Igerne et tant d'autres, prêtresses ou reines, comme le faisaient d'ailleurs les animaux eux-mêmes en se séparant de leurs petits pour leur apprendre à subsister seuls dans la nature? Mais toutes ces mères avaient-elles souffert autant qu'elles-mêmes de cette séparation? Discrètement, elle leva les yeux vers le haut roi et sentit aussitôt son regard la transpercer. Comme Arthur était beau et viril, comme loin d'elle était maintenant l'image de l'adolescent couvert du sang du cerf qui était une nuit venu à elle. Arthur et Guenièvre allaient-ils donc s'aimer? Sauraient-ils reconnaître l'un dans l'autre le dieu et la déesse dont chacun d'eux était l'image? Tournant imperceptiblement la tête, elle regarda Lancelot. Comme il semblait absent et triste, et comme Caïn, aux côtés d'Arthur, levait vers son maître des yeux de chien fidèle. Tout à ses pensées, Morgane ne prêtait plus aucune attention à la cérémonie. Mais, brusquement, l'assemblée entière se leva, et toutes les têtes, d'un seul mouvement, se baissèrent, tandis que l'évêque, d'un geste solennel, traçait dans l'air un immense signe de croix. Morgane elle-même s'inclina. Viviane ne lui avait-elle pas appris à respecter les diverses manifestations d'une seule et en définitive unique foi, et constata qu'Arthur, quant à lui, se courbait presque jusqu'au sol. Que signifiait ce zèle? Le haut roi de Grande-Bretagne n'avait-il pas juré de rester fidèle aux mystères d'Avalon comme à ceux des chrétiens? Pourquoi d'ailleurs ne pas lui avoir donné pour épouse l'une des grandes prêtresses de l'île sacrée, Ravenne par exemple? Elle, au moins, aurait su respecter la sainte loi du silence que l'Église chrétienne recommandait tellement à ses femmes. Morgane, cependant, n'eut guère le temps de s'appesantir sur cette image de Ravenne le corbeau, devenue dans son imagination haute reine, car, la messe étant terminée, l'assemblée se dirigeait dans le plus grand désordre vers la sortie. Arthur et ses compagnons ne bougeaient toujours pas de leur place, non plus qu'Igerne, et Morgane, la voyant si vieillie, se promit une fois de plus de garder pour elle le secret de son union avec Arthur. Lot et Morgause se levèrent alors pour se diriger vers le roi, et Morgane dut les suivre. Lot ayant mis un genou à terre, Arthur le releva, l'embrassa, le remercia de sa fidélité et du courage avec lequel il défendait les rivages du Nord. « Mais je vous suis surtout reconnaissant, ajouta-t-il, d'avoir bien voulu laisser votre fils Gauvin à ma cour. Il est devenu mon plus proche et mon meilleur compagnon. »« J'ai d'autres fils, » intervint Morgause, non sans coquetterie. « Et ils ne pensent eux aussi qu'à entrer à leur tour au service du haut roi. »« Croyez bien qu'ils seront les bienvenus, » répondit Arthur en souriant. Puis, se tournant vers Morgane, il la prit par la main et l'amena jusqu'à Guenièvre, évitant soigneusement de croiser son regard. « Guenièvre, voici ma sœur Morgane, duchesse de Cornouailles. J'aimerais qu'elle figure en premier parmi vos dames d'honneur. » Nous nous sommes déjà rencontrés, je crois, un jour où je m'étais perdue dans les brouillards, loin de mon couvent de Glastonbury. Se tournant vers Morgane, Guenièvre poursuivit à son intention. « J'espère que nous serons amis. Quel horrible souvenir que ces brumes! J'en frissonne encore. Sans vous et Lancelot, je serais morte de peur
et n'aurais jamais retrouvé mon chemin. Cela dit, Guenièvre leva vers Lancelot un regard si douloureux, si chargé de passion contenue, qu'un silence embarrassé flotta quelques secondes dans leur entourage. Existe-t-il déjà entre eux un sentiment si fort ? S'interrogea Morgane, troublée. Et que sait Arthur de tout cela, lui qui, ce soir même, l'amènera jusqu'à sa couche pour en faire sa femme ? Guenièvre, cependant, prenait la main de Morgane, et saisissant de l'autre côté celle d'Igerne, enchaîna de sa voix douce. « Bientôt vous serez pour moi la mère et la sœur que je n'ai jamais eue. Restez près de moi, je vous le demande. » Charmé de cette spontanéité et de cette confiance, Morgane suivit Guenièvre, et, la voyant trembler, se souvint du soir où, attendant le grand cornu, elle s'était réfugiée dans les bras de la vieille prêtresse. Ne devait-elle pas, à son tour, faire bénéficier cet innocent enfant, trop chastement élevé dans un couvent, de sa propre expérience ? Ne devait-elle pas lui enseigner aussi quelques bribes de l'antique sagesse du vieux peuple, afin qu'elle puisse accueillir sereinement les forces profondes qui, ce soir même, allaient monter et vivre en elle, celles du soleil et de l'été, de la terre, de la vie même ? Hélas, une chrétienne allait-elle accepter d'entendre de telles paroles, des conseils de sorcière, dirait-elle sans doute. La cérémonie était maintenant terminée. Morgane vint donc, elle aussi, apposer sa signature sur le grand livre de l'Église. Signèrent aussi, derrière Arthur et Guenièvre, le roi Bohorte, Lot et Hectorius, le roi Pélinore, enfin, dont la sœur avait été la mère de Guenièvre. Pélinore était accompagnée de sa fille, Hélène, aussi blonde, aussi fine et délicate que l'était Guenièvre. Elle avait 13 ans, et comme toutes les jeunes filles, rêvait de figurer parmi les dames d'honneur de la nouvelle reine, qui se vit ainsi présenter légion de candidates, qu'elles fussent femmes, épouses, sœurs, filles ou nièces de rois. Commença alors un festin plantureux, composé des mets les plus rares. Morgane, assise entre Guenièvre et Igerne, fit honneur aux agapes, acceptant viande et vin, auxquels elle ne goûtait pourtant jamais à Avalon. Kévin le barde fit ensuite son entrée, et tandis que ses doigts, plus aériens que jamais, effleuraient les cordes de sa harpe au rythme d'une très ancienne ballade, Morgane, les yeux mi-clos, retourna à ses errances sur les rives lointaines de l'île sacrée. Viviane était là, sa seule et véritable mère, tous les parfums aussi de la terre d'Avalon, le Thor et Lancelot. Lancelot et elle, homme et femme, dieu et déesse, offerts et pourtant refusés l'un à l'autre dans un bref et déchirant bonheur. S'en souvenait-il seulement, lui, qui en cet instant même, sous ses yeux, à la table d'Arthur, riait aux éclats en partageant le plat de son royal protecteur ? Kévin se tut, il glissa son regard sur l'assistance, l'arrêta sur Morgane et la pria de prendre la harpe à son tour. Sans hésitation, elle obéit, prit place sur un banc, appuya le bois précieux à son épaule, puis, ayant laissé ses doigts courir quelques secondes au hasard des cordes, elle attaqua une mélodie apprise à la cour de Lot, qui parlait de neige et de glace. Sa voix, qu'elle avait longuement travaillée avec les bardes d'Avalon, s'élevait chaude, profonde, vibrante. Elle en était très fière, et le fut plus encore lorsque Guenièvre, la chanson terminée, vint la féliciter, s'étonnant, enthousiaste, qu'une femme osât ainsi élever si haut la voix devant les hommes. Les mots alors s'entrecroisèrent, comme des coups de lance, chacun voulant donner son avis sur les sortilèges de la musique, sur la magie des druides, le péché originel, la place réservée aux femmes en ce monde, sur le roi David et Marie-Madeleine la pécheresse. Aussi, lorsque l'évêque Patricius intervint, relança-t-il une nouvelle fois l'interminable querelle qui opposait l'Église romaine à la sagesse d'Avalon. Et Kévin, prenant sa harpe, dut mettre en œuvre tout son talent pour apaiser les esprits surchauffés. Tout entier à sa musique, il ne remarqua pas d'abord Morgane, qui s'agenouillait devant lui pour lui offrir une coupe de cervoise,
lui demandant de lui donner des nouvelles d'Avalon et de Viviane. « Je ne me suis pas rendu dans l'île sacrée depuis 1 an, expliqua le barde. C'est moi, cependant, qui ai maintenant mission de recueillir pour la Dame du Lac tous les événements du royaume. Merlin est désormais trop âgé pour remplir comme jadis son rôle de messager des dieux. Je dois m'efforcer de pallier cette défection. Je lui dirai donc que je vous ai vue, que vous êtes toujours belle et bien vivante. Je lui raconterai aussi ce mariage, et comment son fils Lancelot est devenu un fidèle compagnon d'Arthur. Mais est-ce là jour bénéfique pour des noces ? Poursuivit Kevin en pointant le doigt vers le ciel. La lune commence à décroître, c'est un mauvais présage. Merlin avait prévenu Arthur que son union ne lui apporterait pas le bonheur. Morgane partageait les doutes du barde et les craintes du vieux magicien. Elle aussi avait surpris les regards échangés entre Guenièvre et Lancelot. Mais n'avait-elle pas déjà éprouvé le pressentiment de ce qui arrivait le jour où elle avait ramené au couvent la jeune fille égarée ? Ce jour-là, Guenièvre lui avait ravi Lancelot, à jamais. Et aujourd'hui, elle se donnait à son royal époux, le cœur rempli d'un autre. Que lui restait-il donc à elle, Morgane ? Rien qu'un fils, qui n'était même pas vraiment à elle. Elle ravala ses larmes et sourit courageusement à Kevin, surpris de la voir soudain si triste. « Ne vous inquiétez pas, je songe seulement à cette lune qui décroît et à ce mariage alarmant, dit-elle. J'ai pitié de mon frère et de la femme qu'il épouse. En fait, pensa-t-elle dans le même instant, si j'avais pris Lancelot en me donnant à lui sur l'île sacrée, j'aurais rendu à Arthur un inestimable service. N'était-il pas encore temps de le faire, pour le bien du haut roi, pour celui du royaume ? Peut-être, grâce au sortilège appris jadis à Avalon, parviendrait-elle à s'attacher de nouveau celui qu'il avait tant désiré, au sommet du Thor ? Troublée par cette perspective, Morgane regagna la table des nouveaux mariés, où Arthur annonçait à Guenièvre, rouge de confusion, que, suivant la coutume, ils iraient tous deux au lit ce soir, sous les yeux de leur chambellan. L'arrivée de Morgane fit une heureuse diversion, et l'on parla de nouveau de chant et de musique. Arthur, bientôt, montra cependant quelques signes d'impatience. « Eh bien, Lancelot, demanda-t-il, les cavaliers sont-ils prêts pour les jeux ?» Désireux de répondre au souhait de son maître, Lancelot quitta la table pour se rendre aux écuries, apparemment déchiré de quitter Guenièvre beaucoup trop vite à son gré. Profitant de son désarroi, Morgane prit un malin plaisir à s'exclamer à haute voix. « Les jeunes mariés aimeraient sans doute jouir de quelques instants de solitude. Lancelot, je vous accompagne. » Et sans lui demander son avis, elle le suivit dans les écuries, se courbant après lui pour passer sous les barrières. Gauvin et de nombreux palefreniers s'affairaient autour des chevaux, et il régnait dans l'ombre fraîche des bâtiments un joyeux brouhaha. Des plaisanteries fusaient, auxquelles Lancelot apporta son écho, de bonne humeur. Puis, prenant la main de Morgane, il la conduisit jusqu'au magnifique palefroid qui lui était réservé pour le tournoi. « Je le montrerai tout à l'heure, fit-il, puis je l'offrirai à Arthur. Ce sera mon cadeau de noces, le seul que je pouvais lui faire, car je ne suis pas riche. » Songeuse, Morgane le regarda flatter avec amour la douce robe brune de la bête et caresser ses naseaux pâles. « Oui, pensa-t-elle, il aime vraiment son roi, et tout son tourment vient de là. Il sait qu'il trahit Arthur, il sait aussi qu'il ne peut se passer de Guenièvre. Il est vertueux, elle aussi, et ils se désespèrent tous deux, pressentant le malheur qui couve sous leur passion. « Ne craignez-vous pas de vous rompre le cou, Lancelot, en montant un animal aussi fougueux ? » ?»« Non, je ne crains pas les chevaux, mais beaucoup d'autres choses. Les Saxons, par exemple, ou mourir sans avoir pu goûter toutes les joies de la vie. Je redoute aussi la sagesse d'Avalon et celle des chrétiens. Je crains que les dieux n'existent pas, qu'il n'y ait pas d'au-delà, et qu'au jour de ma mort, je ne trouve que le néant. J'ai peur surtout de cette faiblesse-ci. » Et se tournant lentement vers Morgane, il l'enlaça tendrement et posa ses lèvres sur les siennes. Amour, désir,
Volonté d'oublier celle qui, ce soir, serait dans les bras d'Arthur, se demanda-t-elle, répondant de tout son être au baiser de Lancelot. Comme par enchantement, l'écurie si animée quelques instants plus tôt s'était peu à peu vidée, et ne subsistait autour d'eux que la chaude et prenante odeur des chevaux et du foin. Mais le parfum enivrant de la peau de Lancelot, la douceur et la force de ses mains, entraînaient Morgane dans un vertigineux tourbillon. Hélas, à peine était-il allongé dans la paille qu'un grand cri les fit se relever précipitamment. Un jeune palefrenier appelait Lancelot à l'aide, 2 étalons ayant commencé à se battre pour une jument en chaleur. Aussitôt dehors, Lancelot comprit en voyant l'agitation générale que les divertissements équestres étaient près de commencer. Arthur, d'ailleurs, accompagné de Guenièvre, entamait un discours sur les nouvelles légions de Caerlon, destinées à bouter hors du pays les envahisseurs saxons. Une grande partie de l'assistance avait abandonné les tables du banquet pour s'approcher des écuries, et chacun y allait de son commentaire envers ce qu'on appelait déjà les chevaliers d'Arthur. « Caille monte comme un centaure !» s'exclama Igerne à l'intention d'Hectorius, qui rougit de plaisir. « Voyez comme il caracole, et avec quelle habileté il maîtrise sa monture. »« Vous avez raison, renchérit le roi. Caille est un trop bon soldat pour moisir derrière les murs du château. »« Est-ce votre frère d'adoption » interrogea Guenièvre. « Oui, le malheureux a été grièvement blessé dans un combat. Il craignait de devoir désormais rester à la maison avec les femmes et les enfants. Mais, bien en selle, il se débrouille finalement tout aussi bien qu'un autre. »« Qui résisterait à tel chevalier ?» s'exclama le roi Pélinore. « Puisse Uther Pendragon être toujours vivant pour contempler un si beau spectacle. Qui maintenant osera dire que les chevaux ne peuvent servir qu'à transporter nos bagages ?» approuva une voix dans la foule. Tous étaient présents, heureux d'entourer le haut roi. Gauvin, accompagné de ses jeunes frères, Agravin, Gaëris et le petit Gareth, tout excités à l'idée d'enfourcher, un jour, l'un de ces destriers pour pourfendre les Saxons. Allant et venant continuellement entre l'écurie et le terre-plein, il se jetait dans les jambes des chevaux ou dans celles des soldats, en dépit des rappels à l'ordre de Morgause. « Laissez-le, intervint Arthur. Gauvin veille sur lui, et il est sans pareil pour apprendre son métier à un futur chevalier. »« Meilleur encore que Lancelot » demanda innocemment Guenièvre. « Lancelot, madame, est mon champion, quoique un peu téméraire parfois. Ici tout le monde l'aime, et chacun se ferait tuer pour lui. Mais dans l'art d'enseigner, Gauvin est plus patient, plus réfléchi, plus rigoureux aussi. »« Oh, regardez, Gareth !» Lancelot, en effet, venait de passer au grand galop devant le petit garçon, et se penchant, l'avait enlevé d'un geste rapide, puis installé sur sa selle devant lui. S'élançant ensuite ventre à terre, il gravissait la colline à une allure folle, comme s'il voulait, arrivé à son faîte, s'élever dans les airs. Faisant volte-face sa course achevée, il redescendit à bride abattue et vint s'immobiliser dans un nuage de poussière devant Morgause, si pâle qu'Arthur lui offrit son bras pour qu'elle puisse s'y appuyer. L'enfant, fou de joie, sauta à terre, et, levant vers Lancelot des yeux émerveillés, claironna le plus sérieusement du monde de sa petite voix. « Mère, sire Lancelot m'a dit que quand je serais grand, il me ferait chevalier. »« Vous excitez ma jalousie, Lancelot, » intervint Arthur en riant. « Non seulement, me semble-t-il, ma femme n'a Dieu que pour vous, mais voici maintenant que Gareth veut être fait chevalier par vos mains et non par les miennes. Vous avez de la chance d'être mon meilleur ami. » Éludant toute réponse, Lancelot relança sa monture en direction du champ réservé au jeu. « Dieu du ciel, que se passe-t-il » hurla soudain Arthur en se précipitant. Une masse de plumes blanches venait en effet de s'abattre entre les pattes du cheval, et le cavalier, déséquilibré par le brusque écart de l'animal, avait roulé à terre, sous les sabots. Apparemment inconscient, il ne bougeait plus. Un désordre indescriptible s'ensuivit aussitôt. Arthur, s'arc-boutant au mors du cheval, tentait d'arrêter son élan, tandis que Morgane, déjà,
se penchait sur Lancelot, et que Guenièvre, blême, répétait les bras tendus. « Il est mort. Il est mort. Mon Dieu, il est mort. » Mais non, il respire. La coupa sèchement Morgane. Faites plutôt apporter de l'eau fraîche et des bandes de linge. Vite! L'oreille sur la poitrine du cavalier, elle écoutait, masquant son allégresse, son cœur battre régulièrement. Calmement, elle entreprit alors de nettoyer la large plaie sanguinolente sur la tempe du chevalier, où venait se coller la poussière. À côté d'elle, Guenièvre, pétrifiée, suivait le moindre de ses gestes. L'accident ayant mis une fin brutale à la fête, le terre-plein se vidait lentement, des bêtes et des spectateurs. Lancelot geignait maintenant doucement, et Morgane, qui avait aperçu d'autres contusions, à la tête et aux poignets, continuait d'enrouler ses bandages, avec d'infinies précautions. Elle demanda à Caille de courir au château et de rapporter les herbes qui calmeraient les douleurs du blessé et l'aideraient à s'endormir. Caille, à peine revenu, Lancelot ouvrit enfin les yeux et promena autour de lui un regard étonné. « Morgane, qu'est-il arrivé ? Vous êtes tombée de votre cheval. »« Voyons, c'est impossible, je ne suis jamais tombé. » Il ferma de nouveau les yeux avec lassitude, et Morgane, qui sentait encore sur ses lèvres la brûlure de ses baisers, se demanda si lui s'en souvenait encore. Elle en était sûre maintenant. Il ne l'avait jamais désirée, et s'il l'avait tenue dans ses bras, c'était uniquement pour tenter d'oublier à la fois Guenièvre et sa trahison à l'égard du haut roi. La nuit était tombée. Du château s'échappaient de temps à autre les sons mélodieux de la harpe de Kévin. On entendait aussi des rires et des chants. Les festivités se poursuivaient dans la grande salle qu'illuminaient d'innombrables torches de résine. Transporté par ordre de Caille dans une petite chambre de la forteresse, Lancelot reposait à présent sur un lit de fourrure. Arthur et Morgane étaient à son chevet. « J'aurais aimé que vous soyez témoin de l'instant où je conduirais ma femme dans mon lit. Mais peut-être est-il préférable que vous demeuriez à ses côtés, » chuchota le roi. Il saisit la main de Lancelot, le blessé grogna, gémit, tenta de se débattre, et ouvrant les yeux dit enfin : « Arthur, comment va votre cheval ? » ?»« Il est indemne, mais au diable mon cheval, mon ami, c'est ta vie qui m'importe. » »« Comment est-ce arrivé ? » ?»« Une oie ou un cygne est venu se jeter sous les pattes de ta monture. J'espère que le gardien de ces volatiles a été châtié comme il le mérite. » »« Non, n'en faites rien. Le pauvre garçon n'a pas tous ses esprits. Comment lui en vouloir si sa basse-cour a plus d'intelligence que lui ? » ?»« Arthur, » intervint alors Morgane, laissant Lancelot se reposer. Guenièvre d'ailleurs vous attend et s'inquiète. « Ah, Morgane, que lui dire ? Et que faire ? Laissez-vous guider par la déesse. Mais ce n'est qu'une enfant, craintive comme une biche. » Lui aussi semblait tout décontenancé, et Morgane dut prendre sa voix la plus autoritaire pour le rappeler à l'ordre. « Arthur, souvenez-vous, pour elle vous êtes le dieu, présentez-vous à elle comme le grand cornu. » Puis, traçant au-dessus de sa tête le signe de la déesse, elle poursuivit. « Soyez béni, Arthur. Allez, je vous promets, au nom de cette même déesse, que le bonheur vous attend. » Immobile, nu dans l'obscurité, les yeux grands ouverts, Guenièvre respirait à peine sur sa couche. La chevelure d'Arthur, abandonnée au sommeil, faisait sur son épaule une imperceptible tache claire. Guenièvre pleurait. Tout en elle, autour d'elle, lui paraissait triste, inutile, dénué de toute signification. Arthur pourtant avait semblé heureux. Il n'avait rien à lui reprocher. Pourquoi alors ce désespoir soudain en elle ?